Bonjour Philippe Wechter. Bonjour. Vous êtes directeur de la recherche économique chez Natixis Asset Management et on va parler aujourd'hui de la conjoncture en Chine. Je voudrais prendre pour point de départ de cette interview un billet de blog que vous avez publié récemment. Votre blog, Philippe Wechter, on peut le retrouver facilement sur Google. Exportations chinoises, le rattrapage du nouvel an. Vous indiquez dans ce billet, le chiffre des exportations chinoises a suffi pour rassurer les investisseurs asiatiques. Alors c'était il y a quelques semaines. Mais première question, qu'est-ce qu'il faut voir dans ce rattrapage? Est-ce que c'est une tendance durable ou c'est seulement un point d'inflexion? Non, c'est amusant ce début d'année. Tous les débuts d'année en Chine sont amusants parce qu'on a en janvier et février le nouvel an, alors qu'il n'est pas toujours à la même date et ça perturbe très fortement les statistiques chinoises. Ce qui fait que souvent au mois de mars, on a une accélération. C'est-à-dire que janvier-février, au moment du nouvel an chinois, l'activité a tendance à ralentir et il y a un rattrapage au mois de mars. Alors, comme on perçoit de la part des analystes la volonté de faire que l'économie chinoise accélère, parce que ça a été depuis 15 ans le support majeur de la croissance mondiale, donc on a une amélioration en mars et on y voit spontanément un rattrapage, le retour vers un profil de croissance élevé. Non, c'est juste le fait que janvier-février n'avait pas été très bon et donc mars continue. Et on voit bien les chiffres d'avril n'ont pas été très robustes en matière d'exportation. On retrouve une allure plus normale. Voilà, donc ce n'était finalement qu'un point. Quels sont les risques qui pèsent aujourd'hui sur la croissance chinoise? Les risques de la croissance chinoise, c'est globalement c'est le changement de modèle dans lequel on se situe. C'est-à-dire que, comme tout modèle d'économie en développement, on passe de l'industrie au service. C'est la France des années 70. On avait démarré les années, on avait terminé les années 60 avec une croissance très forte, très industrielle. On a commencé les années 80 dans une économie de service, avec des rythmes de croissance très différents, et avec, sur toute la période, des réallocations de ressources majeures. Et l'économie chinoise est dans le même phénomène, c'est-à-dire qu'on voit bien la volonté des autorités de passer sur une économie de service, et on comprend bien, le consommateur chinois est devenu un peu plus riche, il a envie de services de santé, d'éducation, et donc le modèle change, et on réalloue des ressources de façon très importante. Et la difficulté est que quand on regarde le modèle chinois, il y a dans l'industrie un certain nombre de secteurs qui ont à la fois des surcapacités majeures et de l'endettement très important. Et ça, c'est une particularité de l'économie chinoise. C'est-à-dire que d'habitude, l'endettement est porté essentiellement par l'État et les entreprises sont nettement moins endettées. En Chine, c'est le contraire. Les entreprises publiques portent une grande partie de la dette. Ça revient après ce qui s'est passé après 2009. Mais ça veut dire que dans cette phase de réallocation, où des secteurs vont disparaître, où des entreprises vont disparaître, on a une fragilité sur le secteur bancaire, notamment sur ce qu'on appelle les banques régionales. Et là, il y a une attention particulière à avoir. Alors, par ailleurs, on voit bien toutes les problématiques liées aux sorties de capitaux, on voit bien les problématiques liées à l'immobilier. Il suffit de relâcher un peu les contraintes pour que d'un seul coup l'immobilier reparte, mais on a toujours des stocks très importants. Donc on a toujours une grande fragilité dans cette phase de transition très, très longue. J'en reviens sur ce changement de modèle avec cette prise de relais par la demande intérieure et les services. Est-ce qu'il y a des signes qui montrent aujourd'hui que les autorités sont en train de réussir leur pari? Quand on regarde la structure de l'économie chinoise, on voit que la part des services dans l'activité progresse. On est à 50% du PIB. En Europe ou aux États-Unis, on est plutôt aux alentours de 70, voire un peu plus. Donc on est dans cette phase. L'industrie va continuer de baisser, mais c'est un phénomène très long et c'est ça la grande difficulté dans laquelle on se situe vis-à-vis de l'économie chinoise. C'est-à-dire qu'elle a eu un tel rôle depuis une quinzaine d'années, elle a tiré l'économie mondiale de façon spectaculaire et elle n'a plus du tout cette vertu aujourd'hui. Mais elle a une trajectoire qui est cohérente avec ce qu'on voit généralement dans les modèles de développement, c'est-à-dire une croissance qui ralentit parce qu'on s'oriente davantage vers les services. Alors ça n'arrange personne, mais l'économie chinoise va trouver son équilibre dans cette forme-là, avec là aussi une croissance plus autocentrée, et c'est clairement l'objectif qu'il faut avoir. Dernière question, Philippe Wechter. Qu'est-ce qui distingue la Chine des autres briques dans le ralentissement qu'ils connaissent tous aujourd'hui ?
déjà, ce qui a différencié la Chine des autres BRIC, c'est que la Chine a eu une incidence majeure sur la croissance mondiale, ce que n'ont eu ni le Brésil, ni la Russie, ni l'Inde. Et donc, quand la Chine ralentit, tout le monde est paniqué. On le voit bien du côté des émergents, on le voit bien du côté des matières premières, et aucun des autres pays n'a eu cette influence. Et donc, dans cette phase de retournement, on voit un pays comme le Brésil, par exemple, qui souffre de ce que les économistes appellent la maladie hollandaise. Ils ont bénéficié d'échanges très importants avec la Chine, de prix de matières premières très élevés, et sur cette période-là, ils n'ont pas investi. Et donc, quand les échanges avec la Chine ralentissent, quand le prix des matières premières baisse, eh bien, ils se retrouvent totalement dépourvus. C'est ce qu'on observe aujourd'hui en Chine. C'est en partie ce qu'on observe aussi en Russie. Et l'Inde est un peu particulier. Il continue à avoir une progression modérée, mais sans pour autant peser sur l'activité globale. C'est ça la différence aussi entre la Chine et les autres. La Chine a pesé sur l'activité de tous les pays de la planète. L'Inde, le Brésil ou la Russie, pas tant que ça. Et c'est ça la vraie différence. Eh bien, merci beaucoup Philippe Wechter pour ce décryptage. Je rappelle que vous êtes directeur de la recherche économique chez Natixis Asset Management. Merci beaucoup. Merci.